Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prédiction des Oscars 2019. Comme tous les ans, je viens m'emplafonner directement dans un mur en essayant de prédire qui sont les films qui vont recevoir des statuettes dans l'année, pour un résultat qui généralement est égal à 50-50, c'est-à-dire la moitié est complètement à côté, en cumulant à la fois les statuettes que je pense que l'Académie va remettre au film et mes statuettes personnelles. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est rigolo, c'est de se soumettre à l'exercice et de voir ce qui marche et ce qui est complètement à côté. Un petit changement cette année, je vais commencer par faire une partie, en gros, de rattrapage. Je fais pas des vlogs sur chacun des films qui sont en compétition pour les Oscars, parce que si je fais des vlogs, je vais me remettre 3 mois de retard, tellement il y a de films à rattraper et sur lesquels faire des vidéos. Donc je vais plutôt faire une petite vidéo où je vais vite fait vous résumer le film, vous donner rapidement mon avis dessus, sauf si j'ai déjà fait un vlog ou s'il y a déjà un top, et vous dire également dans quelle catégorie est-ce qu'ils sont nommés, puisqu'on va se les faire dans l'ordre du nombre de nominations, de celui qui a le plus de nominations à celui qui en a le moins. Un petit commentaire rapide sur la sélection, on sent qu'ils ont essayé de faire plaisir à tout le monde, mais ça c'est un petit peu tous les ans qu'ils essayent de se plier à cet exercice. Faut essayer de faire plaisir à la fois aux spectateurs qui vont regarder des divertissements, aux vrais fans de cinéma qui connaissent le milieu à fond et qui veulent voir du coup les meilleurs films récompensés, aux professionnels qui sont présents dans la salle eux-mêmes, aux différents studios de production, puisqu'il y a Netflix et Amazon qui essayent toujours désespérément d'avoir des récompenses pour montrer qu'ils savent faire des vrais films. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Les thèmes, les gros thèmes qui se démarquent dans cette année, c'est les femmes en général, et de pouvoir si possible, la diversité ethnique, énormément de films avec soit un casting entièrement noir, soit de la mixité en tant que thème, et puis il y a quand même quelques films avec des blancs, généralement si on peut en dire du mal. Littéralement je crois que le seul film où il y a un mec blanc à peu près positif c'est First Man, donc voilà. Sinon ce ne sont que des femmes de pouvoir, des reines, des jeux de combat comme ça entre des femmes, ou des femmes qui doivent se battre pour quelqu'un ou pour un homme, etc. Donc voilà, beaucoup de diversité, essayer de faire plaisir à tout le monde. Le truc c'est qu'en dehors des thèmes et de la sélection, t'as vraiment l'impression que ils ont vraiment sélectionné les films qu'il fallait dans chaque domaine pour essayer que les gens soient contents, mais alors en tant que les films les plus impressionnants, les films les plus intéressants, les films à mettre en compétition aux Oscars, dans les 3/4 des films, je comprends pas trop ce qu'ils foutent là, personnellement. Mais bon, ce n'est que mon point de vue personnel, mais franchement il y a des films où je comprends pas trop ce qu'ils foutent ici. On va y aller donc pour ce résumé des films qui sont en compétition, avec en premier le film favori, le film qui a le plus de nominations, enfin ils sont deux, mais on va dire le favori, puisque celui-là il est bien nommé, il s'appelle The Favourite, ou La Favorite en français. The Favourite est réalisé par Yorgos Lanthimos, et il raconte l'histoire de deux dames de la cour qui se battent pour avoir les faveurs de la reine. L'une est jouée par Rachel Weisz, elle est là depuis des années, l'autre est jouée par Emma Stone, c'est une espèce de jeune ingénue mais qui en même temps a un petit peu de jugeote et a un petit plan derrière la tête, et elles se battent pour les faveurs de la reine qui est jouée par Olivia Colman, qui est une espèce d'empotée incapable de diriger véritablement son pays, donc celle qui arrive à devenir sa favorite a un pouvoir décisionnel énorme sur le futur politique du pays. Et elles vont toutes les deux s'affronter dans un espèce de jeu de pouvoir comme ça pour essayer d'avoir les faveurs donc. Honnêtement, le film m'a pas fasciné. Tous les ans, il y a le film d'époque, là il y en a deux, et à mon sens, le film le plus intéressant, c'est celui qui a pas les 10 nominations ou les quelques. Ce qui m'a le plus marqué personnellement dans le film, c'est la photographie. Je trouve que l'image est assez belle, il y a des utilisations de grand angle extrêmement exagérées, limite fisheye, qui sont pas les angles les plus faciles à utiliser sur un tournage. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'est pas nommé pour la musique, parce que j'ai trouvé que la musique était ce qu'il y avait parmi le plus intéressant dans le film. Le film est en compétition, cela dit, pour meilleur film, meilleur réalisateur pour Yorgos Lanthimos, meilleur scénario, meilleure actrice pour Olivia Colman, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Emma Stone, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Rachel Weisz, ce que j'arrive pas à comprendre, deux actrices du même film en compétition pour le même Oscar du rôle secondaire, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et du coup, il y a les 3 actrices du film qui sont nommées en même temps, il y a tellement de films où tu te serais dit, faut nommer les 2 acteurs en même temps, et ils l'ont pas fait, et là ils le font, le 3 même. Meilleure photo, meilleure cinématographie, meilleur costume, meilleur montage, meilleur décor. Ça en fait un paquet, et pas la meilleure musique, donc, alors que je trouve que la musique était plutôt bonne dans ce film. Film suivant, Roma, réalisé par Alfonso Cuarón, et je ne sais absolument pas pourquoi ça s'appelle Roma, puisque ça ne se passe pas à Rome, ça se passe pas en Italie, personne s'appelle Roma, rien n'évoque le mot Roma dans ce putain de film, je déteste ce genre de titre, qui n'a aucun rapport avec le contenu. Film Netflix, puisqu'il faut essayer de récompenser Netflix, l'histoire suit une famille au Mexique, dans les années
Entre 50 et 70, je sais plus exactement, je vais vous donner une grosse fourchette, entre 50 et 70, peut-être les années 60 ou un truc dans ce genre-là. Il y a un côté, à mon avis, très biographique par rapport à la vie d'Alfonso Cuarón. On suit en fait une famille assez riche, à travers les yeux de la femme de ménage, qui s'appelle Cléo, et qui, au tout début du film, va tomber enceinte, ce qui va être le début de cette histoire, qui va en fait suivre la progression de cette famille, de sa grossesse, et de tout le reste, jusqu'à en fait son accouchement, qui marquera quasi la fin du film. C'est donc une grande fresque familiale, qui m'a pas spécialement captivé, parce que vous savez, la famille, c'est pas du tout le sujet qui me captive le plus, mais c'est vrai que le film est très bien fait et très intéressant. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même de nominations pour Alfonso Cuarón, mais tu sens qu'en fait c'est Netflix qui a été chercher Cuarón pour qu'il soit nommé et que du coup il puisse avoir une chance d'avoir une statuette. Mais je pense quand même qu'ils vont essayer de les snobber pendant le truc. Je trouve pas que le film soit sensationnel, mais c'est clair que c'est le gros film d'auteur, film en noir et blanc, avec des plans séquences, des trucs dans ce genre-là. Oh, cela dit, pas beaucoup de plans séquences par rapport à ses films habituels. Quand il a pas beaucoup de budget, il fait attention à ce que ces plans séquences aient du sens, et soient intéressants, donc du coup il les fait jusqu'au moment où c'est intéressant, il les coupe quand ça devient intéressant de les couper, il fait quelque chose de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus travaillé quand il a pas beaucoup de thunes, monsieur Cuarón. À noter d'ailleurs qu'il est nommé dans la meilleure photo parce que c'est Alfonso Cuarón lui-même qui a fait la photographie de ce film, puisqu'il sait très bien s'en occuper et gérer une caméra et faire la photo. Donc voilà, en ce qui me concerne le film, je trouve pas ouf, mais si ça peut vous intéresser, allez-y. Mais il y a des trucs qui sont rigolos, tout le truc de la rentrée de la voiture par le père ou le truc dans ce genre-là, il y a des trucs sympas, mais ça m'a pas captivé. Le film est en compétition pour meilleur film, meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón, meilleur scénario, meilleure actrice pour Yalitza Aparicio, meilleure actrice secondaire pour Marina de Tavira, meilleure photographie, meilleur décor, meilleur sound design, meilleur mixage son et meilleur film étranger. Comme ça, il est nommé partout, il n'y a aucun problème, et tu sais que tu peux lui donner un Oscar de compensation en cas de besoin. On va y revenir du coup quand on va venir aux vraies nominations. Le film suivant, A Star is Born, réalisé par Bradley Cooper. Si vous voulez avoir mon avis sur ce film, je vous renvoie vers les rattrapages que j'ai fait des films de 2018. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui est totalement inconnue et va devenir connue lorsqu'elle va rencontrer un mec qui lui est extrêmement connu et qui va tomber dans l'oubli le plus total et dans la déchéance la plus ultime. Je considère ce film comme étant une adaptation de la vie de Lady Gaga, parce que c'est exactement son histoire, c'est la meuf qui est trop moche, et vraiment le truc du « je vais faire le pourtour de mon nez pour te montrer que je suis moche et que j'ai un sale profil, etc. » Et littéralement, la meuf à qui on dit « t'es trop moche pour faire de la vraie musique, mais fais de la pop ou des trucs dans ce genre-là, et c'est à travers la pop qu'elle devient connue, etc. » Ça fait vraiment la vie de Lady Gaga. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont nommée en meilleure adaptation. Adaptation de la vie réelle, du coup, de Lady Gaga, parce que sinon je vois pas trop, ou alors ils considèrent adaptation parce que c'est un remake. The Star is Born, il y a beaucoup de films sur ce thème-là qui ont été faits, qui s'appellent comme ça, et peut-être que c'est parce que c'est un remake qu'il appelle meilleure adaptation, je sais pas trop. J'ai vraiment trouvé que c'était le film à Oscar de base, et je trouve pas ça très intéressant, mais il est quand même nommé en tant que meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur acteur pour Bradley Cooper, au moins il est pas dans les meilleurs réalisateurs, c'est déjà ça. Meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Sam Elliott, donc je vous le refais à la Sam Elliott. Et meilleure actrice pour Lady Gaga, meilleure cinématographie, meilleure photo, meilleure chanson pour Shallow et meilleur mixage son. Le film suivant s'appelle Vice et est réalisé par Adam McKay. Adam McKay qui avait réalisé le film The Big Short qui expliquait en gros comment le krach boursier de 2008 avait eu lieu et comment certains en avaient profité. Et apparemment il s'est mis en tête de faire ça comme son thème de prédilection pour son cinéma, c'est de traiter en fait des problèmes de l'Amérique. Et avec ce film, qui n'est pas sur le cul, je pensais que c'était un film sur le cul avec un nom comme Vice, mais en fait non, c'est un film sur la présidence de Dick Cheney, la vice-présidence de Dick Cheney qui était le vice-président de George W. Bush, et qui, sortant de nulle part, c'est ce que va dire le film, sortant de nulle part, est devenu, parce qu'il était le vice-président du président le plus con jamais élu, l'un des hommes les plus puissants des États-Unis. Il a reforgé la politique de ce pays pendant des années de façon, presque sans aucune supervision. Et il a changé des trucs incroyables aux États-Unis, et il a mis en place en grande partie tout ce qui pose problème aujourd'hui aux États-Unis, notamment tous les éléments de langage qui ont permis de brouiller les conversations politiques, de faire des choses qui étaient basées uniquement sur les émotions et pas sur la réflexion. Par exemple, parler de changement climatique au lieu de parler de réchauffement climatique. Le problème, c'est le réchauffement climatique. Quand tu dis juste que le climat change, tu dis pas que c'est dangereux. Ou alors les stratagèmes qui permettent aux riches de faire en sorte que la population soit avec eux quand ils disent qu'ils veulent faire retirer des lois qui taxent les gros héritages au-delà de 2 millions de dollars.
en faisant croire que ça concerne absolument tout le monde et que tout le monde peut avoir 2 millions de dollars à faire réalité, et en renommant le truc non pas la taxe de succession, mais la taxe sur la mort. Ils appellent ça la death tax aux États-Unis. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça sur les éléments de langage, sur les biais pour répandre une certaine pensée, une certaine façon de voir les choses, avec Fox News par exemple. Donc vraiment il y a la mise en place de tous ces trucs, même certaines lois qui permettent au président de faire des trucs qui sont un peu ouf et que justement Trump utilise aujourd'hui. Donc c'est un peu tout ce qui a créé la merde actuelle aux États-Unis en politique. Sans, cela dit, le gerrymandering qui date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'est vrai que la vice-présidence de Cheney, ça a été un truc assez catastrophique pour les États-Unis et ils sont encore en train d'en payer les pots cassés aujourd'hui. J'ai trouvé le film assez intéressant. Ce qui me fait marrer, c'est que tu sens que c'est l'espèce de biais pour Christian Bale pour atteindre son Oscar. Et le truc, c'est que Christian Bale fait toujours du Christian Bale, c'est-à-dire qu'il a toujours ses 3 modes habituels, c'est-à-dire le mode smug. Bonjour, comment ça va? Les palissades, oui, elles sont dans Gotham. Le côté un peu sombre, avec la voix un petit peu grave comme ça, et en passant en parlant pas trop fort, et en chuchotant un petit peu, et en raclant un petit peu la gorge. Et puis que la voix où il s'énerve un peu comme ça, où il se met à gueuler d'un seul coup. Sauf que là, comme il joue Dick Cheney, et ben en fait, il change juste un tout petit peu la façon de parler. Et il a une façon comme ça, où il met beaucoup de pauses et de machin. Et donc c'est ça pour lui qui va lui faire valoir son Oscar. Je suis navré, Christian, mais tu joues toujours la même chose. Cela dit, tu t'améliores, je voudrais quand même savoir si, dans la grande tradition de ses rôles habituels, Christian Bale s'est forcé à vieillir pour ensuite rajeunir pour son rôle, en plus de prendre des kilos et des trucs dans ce genre-là. Non, il a mis des prothèses, c'est pour ça qu'ils sont nommés dans les meilleurs maquillages. Et donc, pour faire le résumé, le film est nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur pour Adam McKay, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un rôle principal pour Christian Bale et acteur dans un rôle secondaire pour Sam Rockwell, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Amy Adams, meilleur montage et meilleur maquillage coiffure. Le film suivant, c'est Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. Ce film-là a eu droit à un vlog et c'était mon top 1, le film que j'ai préféré de l'année 2018, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous refaire mon avis. Le film raconte l'histoire de T'Challa, le régent du Wakanda, qui est également le Black Panther, le super-héros qui protège son pays dans le monde entier, et qui se voit confronté dans ce film à Killmonger, un mercenaire qui arrive des États-Unis pour essayer de convertir le Wakanda en une force armée, avec pour objectif de mettre sur la gueule au monde blanc qui a exploité l'Afrique pendant des années et des années. Un film politique au milieu du Marvel Cinematic Universe, je trouve ça dingue toujours, et c'est dingue qu'il ait réussi à faire un truc aussi bien fait. Tu sens qu'il est un petit peu là pour faire plaisir au grand public, et qu'il a peu de chance d'avoir les gros Oscars, et les Oscars esthétiques en particulier, mais le film est tout de même nommé dans la catégorie meilleur film, meilleur costume, meilleure musique, meilleure chanson pour Hug the Stars, meilleur décor, meilleur sound design et meilleur mixage son. Le film suivant est Black Klansman, réalisé par Spike Lee, et si je ne m'abuse, c'est pas souvent que Spike Lee se retrouve aux Oscars, je sais même pas s'il s'y a beaucoup retrouvé avant, et je pense que donc ça va être assez important pour lui, je pense qu'ils vont faire en sorte qu'il parte pas les mains vides. Le film raconte l'histoire d'un flic afro-américain qui a réussi à s'incruster dans le Ku Klux Klan par téléphone, et avec l'aide d'un de ses collègues qui dans le film est joué par Adam Driver. Le film a eu le droit à un vlog et était mon top 3 de mes films favoris de l'année 2018, donc là aussi je ne vous rappellerai pas mon avis. Le film est nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur pour Spike Lee, meilleure adaptation, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Adam Driver, meilleur montage et meilleure musique. Je trouve un peu aberrant que l'acteur principal soit pas nommé, mais bon. Film suivant, Green Book, réalisé par Peter Farrelly. Le film retrace l'histoire d'un Italien, joué par Viggo Mortensen, qui est un petit peu homme à tout faire, et quelques connexions aussi un peu avec la mafia, comme tous les Italiens de l'époque, et qui est engagé par un pianiste noir afro-américain, alors qu'il part dans une tournée pendant les années 60, dans le sud, anciennement esclavagiste, et toujours soumis à une ségrégation, avec des hôtels spécifiques pour les noirs ou pour les blancs, etc. etc. Donc ça va être assez compliqué pour lui, et ça risque d'être dangereux, raison pour laquelle il engage Viggo Mortensen. C'est du feel-good movie et du buddy movie. Le but, c'est que chacun apprenne de l'autre, confronte ses clichés, voit lesquels sont vrais, est-ce que c'est grave qu'ils soient vrais ou pas, lesquels sont faux, qui confrontent leur vision du monde, et qui au final deviennent extrêmement amis. Ça marche super bien au niveau de l'écriture. C'est vrai que c'est un petit peu niais et ça va un petit peu trop loin par moment. Il y a le petit moment où par exemple il y a un premier flic qui leur cherche des noises et il y a un deuxième flic qui lui est adorable. Et tu sens que le deuxième flic il est là pour rattraper les flics en général et que tout le monde puisse se sentir bien en sortant de la salle.
Mais après tout, c'est super réussi, donc tant que c'est réussi, pourquoi gueuler? Donc le film m'a beaucoup plu au niveau de l'histoire et je vous encourage beaucoup à aller le voir et je pense qu'il est encore en salle pour l'instant. Le film est nommé dans la catégorie meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur pour Viggo Mortensen, meilleur acteur secondaire pour Mahershala Ali, ce que je comprends pas trop, enfin ils sont tous les deux principaux tout de même, mais c'est vrai que Viggo Mortensen est plus principal que lui, parce que du coup c'est lui le héros, c'est par lui qu'on démarre le film et c'est à travers lui qu'on découvre le personnage de Mahershala Ali, mais quand même. Et meilleur montage. Le film suivant est le Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Il y a eu un vlog pour Bohemian Rhapsody et il apparaît également dans les flops 2018 sans qu'il soit tout à fait dans les flops, encore que je crois que celui-ci je l'avais vraiment mis ex aequo parce que son scénario n'est ni fait ni à faire. À la base, c'est un ramassis de clichés et de choses extrêmement basiques sur les films de groupe, avec une réalisation très lambda, et en plus, si tu vérifies, en fait, tout est faux. Tous les faits sont faux, toutes les émotions sont fausses, tous les rapports entre les personnages sont faux, enfin tout est faux. Rien n'est vrai dans cette histoire. Le seul truc qui est vrai, c'est les musiques de Queen. Donc c'est aberrant. Ce film est une saloperie. Il devrait absolument pas se retrouver là. Mais évidemment, comme il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout la vie de Queen, il y a plein de gens qui ont dit que c'était génial. Donc voilà. Un petit détail juste vite fait, sans aller trop en profondeur, mais ne me sortez pas que de toute façon c'est basé sur une histoire vraie et que les trucs basés sur une histoire vraie sont toujours faux. Il y a des choses romancées dans les histoires vraies. Un film basé sur une histoire vraie où absolument tout est faux de A à Z, de la rencontre entre les membres du groupe jusqu'à la mort du chanteur principal, c'est pas la même chose que des petits moments où ce n'est pas exactement vrai. D'accord? Et dans le reste des films, c'est des choses qu'on a réarrangées, remixées, remélangées, c'est pas des choses, enfin c'est rarement des choses qu'on a totalement inventées. Quand c'est des choses qu'on a totalement inventées, c'est généralement des petits points du film, c'est pas l'ensemble de l'histoire. Le film est cependant nommé en meilleur film, la blague, meilleur acteur pour Rami Malek, et à mon avis c'est pour ça que le film est en compétition. Alors j'ai toujours du mal avec Rami Malek, mais pas tant physiquement, parce que j'avais dit qu'il avait des gros yeux, pas tant physiquement, mais aussi pour son comportement en général. Je trouve que c'est un mec qui a l'air ultra pédant et ultra prétentieux, je supporte pas sa façon de parler où t'as l'impression qu'il est trop défoncé ou trop endormi pour essayer de te parler correctement, et je sens que le mec a des chevilles comme ça, et que quand il a fait le film, il a dit « Bon alors d'accord, je vais vous jouer Freddie Mercury », sachant que je pourrais pas dépasser d'un cheveu ce qui est marqué sur le script ou ce que vous avez pas approuvé, etc. Mais alors du coup, si c'est pour vivre autant de merde, vous me donnez tous les prix que je peux remporter avec ce film, quoi. Et je pense que c'est pour ça que le film est en sélection, c'est uniquement pour que Rami Malek puisse avoir sa statuette, ou au moins une chance d'avoir sa statuette, on verra pour la remise des prix. Il est également nommé en meilleur montage, meilleur sound design et meilleur mixage son. Il y a de la musique dedans, donc c'est sans doute pour ça, mais enfin, pour moi, c'est vraiment abusé, surtout le montage d'ailleurs, à vrai dire. Le film suivant, First Man, réalisé par Damien Chazelle. Ce film-là a eu droit à un vlog, et pour résumer l'histoire, ça retrace le parcours de Neil Armstrong du moment où il a été sélectionné pour le programme Gemini, le programme qui allait envoyer des hommes dans l'espace, jusqu'au moment où il est devenu le premier homme à poser le pied sur la Lune, avec la mission Apollo 11. Le film est nommé dans la catégorie meilleur décor, meilleur sound design, meilleur mixage son et meilleurs effets spéciaux. Ce qui m'a un petit peu étonné, Bon, je crois qu'il y a des effets spéciaux énormes dans ce film-là, mais... Enfin bon, s'ils veulent. Le film suivant va être rigolo parce que c'est un des films que je n'ai pas vu. Il y en a un ou deux comme ça que j'ai pas vu dans la sélection cette année, qui sont compliqués à voir. Il s'agit de Mary Poppins Returns, donc la suite de Mary Poppins, réalisée par Rob Marshall. Mary Poppins revient pour s'occuper des enfants dont elle s'était occupée dans le premier film. C'est fait des années après, donc ils ont changé d'actrice, ils ont changé de tout, bon voilà, enfin je saurais pas vous dire exactement ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. J'avais pas aimé le premier film, donc voilà, enfin évidemment le deuxième film, j'ai pas du tout été le voir. Le film est sélectionné dans la catégorie meilleur costume, meilleure musique, meilleure chanson, vaut mieux musique et chanson vu que c'est une comédie musicale, et meilleur décor. Film suivant, The Ballad of Buster Scruggs, film Netflix, et film assez particulier, réalisé par Joel et Ethan Cohen, puisque c'est une adaptation en fait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle The Ballad of Buster Scruggs et autres contes, et en fait c'est un film à sketch, où chaque court-métrage, chaque petit film est une histoire différente qui se situe dans l'univers d'un western. Il y en a certaines qui sont très terre-à-terre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fantasmagoriques, mais avant tout c'est un film des frères Cohen, donc chacun contient une diarrhée de dialogues monstrueuses qui durent pendant des heures et des heures, parfois sur des sujets intéressants, parfois sur des sujets moins intéressants. Donc c'est à vous de voir, ça dépendra de vos goûts. Moi,
personnellement qui ai beaucoup de mal avec les Coen, je veux dire que c'est quand même un truc que j'ai eu le plus de facilité à regarder. Ça restait toujours assez intéressant, même pour moi qui suis pas fan de ce domaine. Donc je vous le conseille éventuellement, si vous avez envie de le regarder, c'est plutôt sympa et plutôt rigolo. Pour certains, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sérieux, mais généralement c'est assez rigolo et c'est plutôt bien fait, évidemment, puisque c'est les frères Coen. Le film est nommé dans la catégorie meilleure adaptation, meilleur costume et meilleure chanson, puisque le premier segment, celui avec Buster Scruggs, est une comédie musicale. Le mec parle à la caméra, brise le quatrième mur, et part en comédie musicale, part en chanson à plusieurs reprises. Le film suivant est un film assez surprenant, parce qu'il y a un certain nombre de films cette année qui sont des films en langue étrangère, mais qui pourtant sont en compétition dans toutes les catégories normales qui en principe sont réservées aux films en langue anglaise, qui sortent aux États-Unis quoi, et qui sont faits par les Américains. Donc c'est assez surprenant cette année vraiment au niveau de la sélection, et t'as vraiment l'impression que c'est pour aller chercher des auteurs quoi, pour essayer de ramener des trucs d'auteurs, parce que ce film Cold War, qui est sorti par Amazon, est réalisé par Paweł Pawlikowski, est un film d'auteur à 200%, je veux dire quand tu commences avec un gros plan sur une cornemuse, avec le film en 1.33 et en noir et blanc, tu sais quel genre de film tu vas regarder quoi. Le plan se déroule dans un village, avec la terre, les chemins en terre, il y a des poules qui sont en train de courir partout, tu sais quel genre de film tu vas te taper. Le film est une romance, une histoire d'amour que l'on suit au gré des années et des soucis rencontrés par les deux membres du couple. Lui est un patron d'une compagnie de chant traditionnelle qui récupère donc tous les chants traditionnels et locaux et qui en fait donc des spectacles avec des chanteuses en costume d'époque et des chanteurs en costume d'époque et des danseurs et des danseuses, etc. etc. Et elle est une des chanteuses-danseuses qu'il a recrutée pour cette compagnie, avec qui il va commencer à avoir une relation qui va être mise à mal et mise en danger à partir du moment où les communistes vont commencer à mettre leur nez dans les affaires et dans les chansons de cette petite compagnie, et où ils vont donc devoir fuir la pression politique qui règne dans leur pays. Le film est assez intéressant, la photo en particulier, enfin c'est très bien filmé, très bien cadré, c'est assez joli, c'est magnifique. Après, bon, c'est le genre d'histoire qui vous captive ou pas, quoi. Personnellement, la romance m'a pas trop marqué, donc du coup, j'ai pas trop envie de la voir poursuivre ou pas, mais à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Le film est en sélection pour meilleur réalisateur, pour Paweł Pawlikowski, meilleure photographie et meilleur film étranger. Ensuite, Can You Ever Forgive Me, film réalisé par Marielle Heller, et c'est une des seules réalisatrices qui est en compétition dans cette sélection. Je trouve donc très bizarre qu'elle n'ait pas été inclue dans la catégorie meilleur réalisateur. Effectivement, le film Can You Ever Forgive Me est pas un chef-d'œuvre de mise en scène, mais ça aurait pu être sympa pour du coup avoir des femmes en compétition dans la catégorie meilleur réalisateur, parce que là il y a que des quéquettes. Donc, Can You Ever Forgive Me, avec Melissa McCarthy dans le rôle principal, raconte l'histoire d'une fraudeuse qui forge de fausses lettres écrites par des célébrités. Elle est à la base biographe et elle a plus de projets à écrire et personne ne veut publier ce qu'elle écrit. Parce que généralement elle s'intéresse à des personnages qui sont beaucoup trop vieux, donc les gens sont pas intéressés par des biographies là-dessus. Et donc elle décide de mettre en place cette arnaque aux fausses lettres qu'elle vend du coup à des collectionneurs pour récupérer l'argent et s'en sortir, donc en compagnie de son meilleur ami homosexuel joué par Richard Grant. Le film est plutôt sympa, mais vous savez que je suis pas très fan de suivre des gens qui font des choses mauvaises, des mafieux, des trucs dans ce genre-là. Bon, il se trouve qu'elle, c'est une nana un peu lambda qui se retrouve d'un seul coup propulsée dans un truc un petit peu à l'arnaque. Ça passe bien, c'est sympa, c'est surtout assez jazzy, assez simple, enfin c'est assez doux en fait. Tu es vraiment dans ce New York des années 70-80. Dès que tu rentres dans un intérieur, c'est du bois, c'est chaud. Quand t'es dans un intérieur de maison, par exemple d'appartement, c'est que des vieux meubles, des trucs dans ce genre-là, avec de la patine un peu partout, les lumières assez jaunes, et puis toujours une petite musique un peu jazzy, un petit peu tranquille qui avance au piano. C'est assez sympa pour l'ambiance. Après, pour l'histoire, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Mais pour l'ambiance, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Le film est nommé dans la catégorie meilleure adaptation, meilleure actrice pour Melissa McCarthy et meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Richard Grant. Ensuite, If Beale Street Could Talk, le nouveau film réalisé par Barry Jenkins qui avait reçu l'Oscar du meilleur film pour Moonlight. Il revient cette fois-ci avec une nouvelle adaptation de pièce de théâtre, ce qui était déjà le cas de Moonlight, et ça se sent beaucoup plus dans If Beale Street Could Talk. L'histoire de Beale Street, c'est que une femme qui est enceinte, et assez jeune, vient de voir son compagnon, également jeune, mais pas enceinte lui, être envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. On l'accuse d'avoir violé une femme alors qu'il n'était même pas dans les environs a priori.
Et le film suit cette jeune fille, donc cette famille et ce mec, pendant une bonne partie de la grossesse aussi, un petit peu comme Roma, et suit donc le combat de cette jeune femme pour récupérer son copain et le père donc de son enfant. Le film est nommé dans la catégorie meilleure adaptation, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Regina King, qui joue la mère de cette héroïne. Et du coup tu te dis, quand même, la meuf a à peine 3 scènes dans le film, il est porté par une autre actrice, et elle n'est pas du tout sélectionnée nulle part, l'acteur non plus, celui qui joue son copain, tu te dis quand même c'est space. Alors oui, effectivement, la performance de Regina King est très cool, mais enfin, quand même quoi. Et il est également nommé dans la catégorie meilleure musique. Et pour le coup, je trouve que c'est pas forcément très mérité, parce que la musique m'a pas spécialement marqué. Ensuite, nous avons Mary Queen of Scots, ou Mary Stuart, Reine d'Écosse, réalisée par Josie Rourke, là aussi une réalisatrice qui aurait pu se retrouver dans la section meilleure réalisatrice, mais complètement snobée. Le film se concentre sur la rivalité entre Élisabeth d'Angleterre, donc la reine, et Mary Stuart, la reine d'Écosse, qui, étant une Stuart, a un droit, une légitimité à obtenir le trône. Et donc on va suivre les diverses manigances de chacune. Mary qui devient donc reine d'Écosse et essaye de se faire des associés, et essaye de gagner du pouvoir, et essaye de mettre en place un héritier sur le trône, etc. etc. Et Elisabeth qui, elle, fait en sorte que Mary reste le plus lent possible, et qui essaye de faire en sorte de la contrôler, et de l'empêcher d'avoir du pouvoir, et de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Jusqu'à la conclusion funeste que l'histoire a retenue. Le film est... En plus, le point est généralement très large, la profondeur de champ est généralement assez large, donc tu peux voir et distinguer, et vraiment tu peux dessiner le premier brin d'herbe près de la caméra autant que le dernier brin d'herbe qui est à 100 km derrière. C'est absolument dingue, je n'ai jamais vu une précision d'image pareille, et ce qui est ouf, c'est que avec une telle précision d'image, ils arrivent à garder une image qui fait très cinématographique, qui fait vivante, qui fait organique, qui gère de belles lumières, qui a de belles textures sur les peaux, etc. Donc c'est bluffant quoi, la qualité de ce film, et pourtant il n'est pas nommé dans la meilleure photo, je ne comprends pas. Et pour le coup, au niveau manigance aussi, et de combat entre deux femmes, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant à ce niveau-là que The Favourite. Mais le film, Mary Queen of Scots, n'a été nommé qu'en catégorie meilleur costume, évidemment parce que c'est le film d'époque, et de la même façon, meilleur maquillage et coiffure. De la même façon, parce que c'est un film d'époque. Donc bon, le film s'est fait complètement snobber, et perso, je vous le recommande beaucoup plus que The Favourite. Personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié Mary Queen of Scots. Ensuite, nous avons I Love Dogs, donc l'île aux chiens, et je me suis rendu compte, après avoir sorti mon vlog, que quand tu dis le titre anglais en un seul mot, ça fait I Love Dog, j'aime les chiens, aussi bien que l'île aux chiens en fait, au niveau de la prononciation. Donc le film de Wes Anderson, film d'animation, qui a eu droit à un vlog, donc vous pouvez aller le voir si vous voulez avoir mon avis sur le film. L'histoire, c'est que une maladie se répand parmi les chiens, ils sont donc tous expulsés et mis en quarantaine sur une île déchetterie, sur laquelle ils larguent tout leur détritus, et un petit garçon vient sur l'île pour essayer de retrouver son chien Spot, avec l'aide donc des chiens qui vivent sur l'île et qui ont tous la capacité de parler, puisque c'est quelque chose un petit roman un peu fantasmé, un petit conte. Le film est sélectionné dans la catégorie meilleure musique pour Alexandre Desplat. Ça commence à faire beaucoup hein, pour Alexandre Desplat, faudrait se calmer. Et dans la catégorie meilleur film animé. Le dernier film à être sélectionné dans deux catégories est également un des films que je n'ai pas vu, je vais devoir le juger uniquement sur la bande-annonce comme pour Mary Poppins Returns. Le film s'appelle Never Look Away, c'est un film allemand. Donc c'est un des films où tu comprends absolument pas comment le truc se retrouve en sélection, et le film est réalisé par Florian Henkel von Donnersmarck. Je suis toujours surpris de réussir à sortir ce nom en un seul truc. C'est un biopic, peut-être fictif, cela dit, je sais pas trop, de quasi 3 heures, qui suit un artiste à travers la montée, et son histoire d'amour je crois, à travers la montée du régime nazi, la Seconde Guerre mondiale, et la reconstruction par la suite. Ça a l'air assez énorme et assez ouf, mais du coup j'en ai pas vu une seule image, à part ce qui est dans la bande-annonce, et 2 minutes sur 3 heures, c'est un peu compliqué pour juger. Reste que je comprends qu'il soit nommé dans la catégorie meilleure photo, parce que il y a un travail des lumières qui est assez intéressant. Si vous regardez, en fait, presque chaque pièce est éclairée ou grandement rehaussée par une tache de lumière. Vous savez, un ray de lumière, c'est ces formes qui sont découpées par les fenêtres.
quand la lumière passe à travers et qui ensuite éclaire le sol ou éclaire un mur et réfléchit du coup la lumière un peu partout. Et presque toutes les pièces sont éclairées de cette façon-là dans le film. Ce qui n'est pas le plus évident à faire au niveau de la lumière, et ce qui donne des choses assez éthérées et assez belles dans ce travail de composition de la lumière, donc vraiment intéressant. Le film est également nommé dans la catégorie meilleur film étranger, et ça pour le coup je pourrais beaucoup moins en juger ne l'ayant pas vu. On va passer maintenant à la dernière catégorie de films qui sont en sélection, ce sont ceux qui ne sont en sélection que dans une seule catégorie des Oscars, qui leur vend donc une présence en général en compétition. On va commencer tout de suite avec First Reformed, réalisé par Paul Schrader. Le film est sorti il y a déjà un bout de temps, je crois qu'il est sorti en 2017, hein, quasi, enfin fin 2017 ou un truc dans ce genre-là, et suit un prêtre qui voit un jeune militant qu'il avait reçu en confession se suicider, ce qui remet en question une bonne partie de son rapport à la religion et également une partie de ses convictions politiques, puisque l'histoire va se mélanger plus ou moins à l'histoire de son église à lui, qui est donc l'église First Reformed. Le film est plutôt barré. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais je crois que c'est justement ça qui fait qu'il a plu, c'est que l'histoire est un peu bordélique, un peu fantasque, part dans tous les sens, tu sais pas trop où est-ce que ça va aller en fait quand le film commence. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été nommé dans la catégorie meilleur scénario original, parce que ils aimaient bien ce scénario assez imprévisible et qui ne respecte pas vraiment les structures de base qu'on met en place en principe dans un film. Pour le coup, le truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film et dans ce scénario, c'est les dialogues. En particulier tous les dialogues qui parlent de la religion. Vous savez que c'est pas un sujet qui me fascine particulièrement, la religion, mais quand tu commences à poser des vraies questions sur la religion, quand tu commences à discuter du point de vue que ça offre sur le monde, de comment ça t'aide à survivre, de comment ça t'aide à gérer les choses, là pour le coup c'est vachement intéressant, et toutes les discussions sur la religion dans ce film sont géniales, enfin sont fascinantes, captivantes, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ensuite nous avons At Eternity's Gate, réalisé par Julian Schnabel, qui est un film sur la vie de Vincent Van Gogh, ou Vincent Van Gogh, qui est interprété par Willem Dafoe, qui vaut donc sa nomination aux Oscars pour le film dans la catégorie meilleur acteur. L'année dernière, il avait déjà été nommé dans la catégorie meilleur acteur secondaire, je crois, ou principal, pour je sais plus comment s'appelait le film, mais c'était le film que j'avais même pas réussi à voir. Je l'ai vu, mais j'ai pas réussi à le voir et à le regarder jusqu'au bout parce que je trouvais ça insupportable et chiant. Donc t'as l'impression qu'ils l'ont vraiment mis là juste pour lui remettre à nouveau une chance d'avoir un prix cette année. Le film est intéressant, mais pour moi, l'acteur est pas vraiment le truc le plus essentiel du film. Je trouve que la réalisation est beaucoup plus intéressante, parce que de la même façon que Van Gogh essaye d'envoyer chier absolument toutes les règles de la peinture et de peindre ce qu'il veut, comme il l'entend et de la façon qu'il veut, etc. Et bien le réalisateur a fait un peu pareil. Il y a tout un tas de choses qui respectent pas les codes habituels du cinéma, mais qui fait donc pour essayer de challenger tous ces codes-là, notamment sa façon de filmer par exemple. T'as l'impression que le mec filme avec quelqu'un qui a Parkinson et qui a une très mauvaise vue également. Donc le mec en fait il est avec sa caméra, et pendant que les personnages parlent, il se rapproche, et puis ensuite il tourne autour, et puis ensuite il se recule pendant qu'il tourne autour, et puis ensuite il se rapproche de l'autre personnage, et puis ensuite il va tout panoter sur l'autre, et puis ensuite il va reculer, et puis ensuite il va machin. Et la caméra n'a aucun sens. La caméra est en roue libre pendant absolument tout le truc. Les mouvements sont aberrants, il y a des plans qui sont réfléchis en portrait mais qui te met quand même en format paysage. Enfin c'est très très space en termes de mise en scène. Le montage aussi est assez particulier. Il envoie chier aussi la balance des blancs. La balance des blancs, c'est faire en sorte que l'image soit blanche. Par exemple, que ma chemise soit blanche, j'ai réglé une température de couleur particulière sur la caméra. Et si je filme là, par exemple, le monde extérieur est plus chaud comme lumière que ce que j'ai à l'intérieur. La lumière elle-même est plus chaude. Mais du coup, elle apparaît bleue et froide si je tourne la caméra là vers l'extérieur. Et il fait la même chose dans le film. Il y a une scène qui se déroule dans une église, donc la lumière est étalonnée pour l'église, et quand il sort, tout devient bleu parce que la lumière est beaucoup plus chaude, quand la lumière naturelle du soleil est beaucoup plus chaude qu'une lumière artificielle. Chaude en tant que source de lumière, pas en tant que couleur de lumière. C'est ça qui est très compliqué avec la lumière. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de va te faire foutre le montage, la façon de faire l'image, la façon de faire tout et n'importe quoi, qui est assez sympathique. Il y a un travail des couleurs aussi qui est pas mal, parce que comme Van Gogh peint beaucoup avec la couleur, et que les couleurs ressortent énormément, dès qu'il y a une chambre jaune, le truc est jaune, mais jaune quoi. Enfin, ça redéfinit le jaune littéralement à chaque plan. Quand il mélange de la couleur, chaque couleur est très pétante dans le cadre, est très saturée, donc il essaye comme ça de travailler ce genre de truc. À un moment où Van Gogh se met à douter, d'un seul coup l'image passe en noir et blanc, parce que d'un seul coup il doute de sa couleur, il doute de son œuvre, donc la couleur disparaît. Il y a vraiment une réflexion qui est vachement intéressante au niveau de la mise en scène, pas forcément digeste, extrêmement digeste, mais intéressante au niveau de la mise en scène, et ça fait du coup un traitement de la vie de Van Gogh qui est assez intéressant. Je comprends pas pourquoi il est là que dans la catégorie meilleur acteur, mais je vous conseille de le regarder si ça vous intéresse, et si vous vous intéressez à l'art, je pense que c'est plutôt intéressant.
Film suivant, The Wife, réalisé par Björn Runge, ou Runge, je sais pas comment ça se prononce. Le film est en sélection pour permettre à Glenn Close de participer à la catégorie meilleure actrice dans un rôle principal. Elle joue la femme d'un auteur qui reçoit le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de sa carrière, et ça va permettre de donner un coup de pied dans leur couple et de révéler tout un tas d'histoires qui sont cachées depuis un bon bout de temps. Pour ceux qui l'ont vu, et je suis navré si je vous spoil le truc, mais grosso modo, c'est un peu un remake de Monsieur et Madame Adelman. Voilà, j'ai pas grand chose à noter sur ce film, c'est sympathique à regarder, certains dialogues sont sympas, mais ça m'a pas particulièrement marqué, donc voilà, why not, mais c'est pas mon film de l'année. Le film suivant est A Quiet Place, réalisé par John Krasinski. Alors là, typiquement, pour moi, c'est le film qui est là parce qu'il a été hype et qu'il a marché, et que du coup, c'est pour ça qu'ils essayent de le mettre en sélection pour satisfaire le grand public. Le film a eu droit à un vlog, donc je ne vous ferai pas de résumé plus précis de l'histoire, en dehors de... Il s'agit d'une famille qui vit dans un monde envahi par des monstres qui réagissent et sont attirés par le son, donc ils doivent vivre dans le silence le plus absolu et ne pas produire le moindre son. Et donc, en toute logique, le film a sa seule et unique nomination dans la catégorie Sound Design, Sound Editing, donc la création sonore en général. Ensuite, nous avons à nouveau deux cas particuliers. Nous avons Border, réalisé par Ali Abazi, un film suédo-danois qui se concentre sur une femme qui a une malformation chromosomique, qui lui donne un look de femme de Néandertal, mais également un pouvoir particulier qui est de sentir les gens qui se sentent coupables, qui ont commis un crime, et de sentir même sur eux l'élément de leur culpabilité. Donc par exemple, je sais pas, si j'avais caché un message dans ma cravate, elle pourrait sentir la cravate et sentir qu'il y a un truc qui est pas bon dans la cravate, et dire là, il y a un truc et il faut l'arrêter. Elle utilise ce don pour être douanière dans un port, le truc c'est que l'histoire va être assez imprévisible. C'est mélangé à tout un folklore qui à mon avis est local, suédo-danois, par rapport à certaines créatures et certains trucs. Le film est grosso modo un conte, mais situé dans le monde réel. Le truc c'est que c'est un conte du coup qu'on connaît pas du tout à mon avis en Europe, donc c'est pour ça que le film fait très space, c'est très bizarre. Mais vraiment le scénario avance dans des trucs que tu verrais pas du tout venir. Par exemple, je vous ai fait le résumé là, est-ce qu'avec ce résumé, vous arriviez à prévoir que on allait à un moment engager la meuf pour remonter un réseau pédophile? C'est le truc que je dis, hein, quoi, pardon? Donc du coup voilà, c'est assez space en tant que scénario, et du coup les maquillages de Néandertal sont assez bien faits. Il n'y a pas que elle qui sera Néandertal, elle va rencontrer un autre personnage, et ces maquillages ont valu une sélection du film en compétition pour la catégorie meilleur maquillage coiffure. Le deuxième cas particulier est un film qui s'appelle RBJ. Alors si je vous dis comme ça RBJ, à mon avis vous savez pas du tout de quoi ça parle, vous allez peut-être penser que c'est la suite du BGG, le bon gros géant de Spielberg, mais pas du tout. RBJ c'est un documentaire, il est là parce qu'il est dans la sélection également pour le meilleur documentaire, mais comme j'ai vu aucun de ces documentaires, je vais pas pouvoir faire cette sélection là, mais il est également sélectionné pour la meilleure chanson parce qu'il y a une chanson originale dans le film, qui est dédiée donc RBJ à Ruth Bader Ginsburg, qui siège à la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême étant la grande cour de justice qui décide des lois qui seront appliquées dans le pays entier. Donc c'est un film sur sa vie et sur le combat des femmes, je crois, en général. Et c'est pour ça qu'il est en sélection, donc pour le meilleur documentaire et pour la meilleure chanson, qui s'appelle I'll Fight. Au passage, le film est réalisé par Betsy West et Julie Cohen, deux femmes également, pour le coup. Et enfin, on va finir la catégorie du meilleur film étranger, puisqu'il nous en reste deux. Le premier, c'est Capharnaüm, réalisé par Nadine Labaki, un film libanais dont beaucoup de gens m'ont demandé de parler, et sur lequel beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un vlog. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon de 13 ans qui fout un procès à ses parents pour l'avoir mis au monde, étant donné qu'il considère ses parents comme étant totalement irresponsables, et effectivement ils gèrent leur famille d'une façon assez particulière, et ils ont énormément d'enfants, et ils ont beaucoup de mal à s'en occuper, et pour beaucoup s'en occupent pas. L'histoire commence quand ils décident de marier la petite sœur du personnage principal, qui a 11 ans, qui vient d'avoir ses premières règles, et qui donc peut avoir des enfants et être marié selon les coutumes du pays.
ce qui va révolter le petit gamin, qui va s'échapper, qui va essayer de se faire sa vie, qui va rencontrer des personnages, etc. etc. Le film est plutôt sympathique parce que malgré cette charge de choses extrêmement lourdes, au final c'est quand même vachement léger, le personnage est super sympa et très appréciable, le gamin insulte tout le monde et traite tout le monde de connard et de fils de pute et de va te faire enculer, il me fait trop marrer, et il est adorable en même temps. J'ai trouvé le film effectivement assez sympathique, je comprends pourquoi beaucoup de gens m'ont demandé de faire un vlog dessus, c'est effectivement un très bon film et je vous encourage absolument à le voir si vous en avez l'occasion. Le dernier film étranger en compétition s'appelle Shoplifters, il est réalisé par Mirokazu Koreeda, pas forcément le plus facile à dire. Le film raconte l'histoire d'une fausse famille recomposée, aucun des membres en vérité n'est lié par le sang ou par quoi que ce soit, mais ils se sont tous retrouvés et réunis, et ils ont recréé plus ou moins une cellule familiale, la grand-mère, le père, la mère, la grande sœur, le petit frère, et une petite sœur qui s'appelle Yuri, qu'il récupère au début du film parce que il la trouve abandonnée, enfin enfermée sur le balcon à l'extérieur pendant que ses parents sont en train de s'engueuler derrière. Donc il décide de la récupérer et de la ramener avec eux pour pouvoir s'en occuper et qu'elle fuit ce foyer vicié. Et bien entendu, on suivra leur vie de ce moment-là, du moment où ils récupèrent la gamine, jusqu'au moment où ça va leur retomber sur la gueule, évidemment. Le film est plutôt sympa, assez rigolo, assez bien fait, assez surprenant quand le scénario évolue et que tu comprends en vérité ce qu'il y a derrière tout ça. Et plutôt bien réalisé, donc je vous encourage grosso modo à le voir, et il est donc en sélection pour le meilleur film étranger. Et enfin, nous allons venir aux films qui sont en sélection dans une seule catégorie, parce que c'est une catégorie où il n'y a que des films qui sont nommés pour ça. Les catégories meilleurs effets spéciaux et meilleurs films d'animation. Dans les meilleurs effets spéciaux sont nommés Avengers Infinity War. Il y a eu un vlog, donc je vais pas vous faire l'affront de revenir là-dessus, je vais même pas vous faire l'affront de vous résumer le film, vous savez de quoi ça parle. Donc en sélection pour les meilleurs effets spéciaux, Solo A Star Wars Story, même topo, sélectionné aussi pour les effets spéciaux. Ready Player One de Steven Spielberg, là aussi sélectionné uniquement pour les effets spéciaux, a eu un vlog, etc. Je reviens pas dessus. Et enfin, Christopher Robin, réalisé par Mark Foster, en compétition donc pour les meilleurs effets spéciaux, et celui-là, je ne l'ai pas vu non plus. C'est rigolo, hein, c'est les films Disney que j'ai pas vu généralement. Donc non, je n'ai pas vu Christopher Robin, qui se concentre sur la vie du créateur de Winnie l'ourson, qui est joué par Ewan McGregor dans le film, le créateur de Winnie l'ourson, Christopher Robin. Et les personnages de Winnie l'ourson, Tigrou, Briquet, tout ce qui s'ensuit, sont eux faits en images de synthèse, faits pour ressembler à des peluches. Et c'est donc pour ça que le film a été nommé dans la catégorie meilleurs effets spéciaux. Et enfin, catégorie film d'animation, sont en compétition Les Indestructibles 2 de Disney, bien évidemment. Là aussi, il y a eu un vlog, je vous renvoie dessus si vous voulez savoir de quoi ça parle. Je raconte pas le résumé de l'histoire non plus, c'est Les Indestructibles 2, vous connaissez tous les Indestructibles 1. Et nommé également Ralph Breaks the Internet. C'est un des films les plus nuls faits par Disney que j'ai vu de ma vie. Alors déjà que je suis pas fan de Wreck-It Ralph tout court, le premier Ralph, Les Mondes de Ralph, parce que c'est le scénario de base de Disney, juste avec le skin du jeu vidéo. C'est uniquement ça. Ils ont retiré les fables et ils ont mis le jeu vidéo à la place. Et du coup, tu sens que le film n'a aucune connaissance du jeu vidéo. C'est le film le plus superficiel sur le jeu vidéo qui soit. Vraiment, ils y connaissent absolument rien, vite fait, rapidement un petit fonctionnement, mais du coup, le reste des trucs n'a aucun sens. Toutes les règles qui régissent le monde sont des règles de scénario de fantasy et non pas de jeux vidéo. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. En tout cas, pour le premier, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et je trouve que les symboles sont assez nuls et pas très intéressants. Et pour ce qui est de Ralph 2.0, c'est le film des emojis, mais pas en mieux. Je vais pas dire en pire, mais pas en mieux. T'as l'impression que le film a été entièrement financé par le placement produit uniquement, et que c'était le projet en fait. On va faire un film qui sera uniquement financé avec le placement produit, donc on va pas perdre une thune dessus, on va faire que gagner les bénéfices. Et donc effectivement, sur chaque plan, t'as Amazon, eBay, machin, pour certains c'est des éléments de scénario lui-même. Et je trouve ça complètement nul et con, et tout le truc... limite, le truc qui sert le plus, c'est le trip des princesses Disney. Mais à part ça, franchement, je trouve ça assez inutile et nul, et les princesses Disney n'ont aucun rapport avec Internet, donc vraiment,
Tu vois que c'est juste pour évoquer des idées et pas avoir à évoquer des choses précises. Ce qui est rigolo dans l'histoire de Ralph 2.0, c'est que t'as l'impression que c'est un film qui a été écrit par des youtubeurs, parce que c'est des mecs qui doivent du coup gagner leur vie en faisant des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, le mec fait 15 millions et quelques de vues, il gagne à peine 30 €, tu fais oh, quand même, vous êtes mal rémunéré. Et alors ce qui me fait marrer, c'est tout le truc sur le fait que le personnage doit se battre contre l'algorithme. Parce que c'est un truc qui m'a toujours fait ricaner intérieurement, c'est je comprends pas les youtubeurs qui perdent leur temps à essayer de contrôler l'algorithme de YouTube. Pourquoi vous prendre la tête sur des trucs pareils? Vous n'avez aucun contrôle sur ce truc, sortez votre vidéo et faites pas chier putain et regardez comment ça marche et c'est tout quoi. Je comprends pas les youtubeurs qui se prennent la tête sur l'algorithme. Bref, Ralph 2.0, je trouve ça pas très intéressant. Le film était réalisé par Rich Moore et Phil Johnston. Et enfin, nous avons Spider-Man Into the Spider-Verse, réalisé, alors ils sont nombreux, par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman. Là aussi, il y a eu un vlog, je vous encourage à aller le voir pour avoir le résumé, donc de cette histoire de Spider-Man où le Spider-Verse s'ouvre et plusieurs Spider-Man de plusieurs multiverses et dimensions parallèles débarquent dans celui de Miles Morales. C'est cool qu'ils soient en sélection pour le meilleur film d'animation. Et nous avons enfin un film japonais, Mirai, réalisé par Mamoru Hosoda. Un film qui se concentre sur un petit garçon qui voit ses parents revenir de la maternité avec une petite sœur, et voit donc son monde habituel partir en morceaux et exploser, l'amour pour ses parents va être beaucoup plus compliqué à obtenir, et le petit garçon va apprendre du coup à gérer ce rapport familial et ses relations avec sa sœur, avec tout un tas de délires et de tripes que le gamin est en train de se taper. Je suis persuadé, moi, qu'il a avalé de la colle et qu'il est en train de se faire des tripes et que les parents sont à côté en train de se rendre compte de rien, mais c'est pas grave. Le gamin voit plein de choses, voit plein de personnages, le chien prend forme humaine, il voit sa petite sœur débarquer du futur parce que Mirai veut dire futur. Et donc il va apprendre, du coup, comment gérer sa vie maintenant qu'il a une petite sœur. Le film est très mignon, très doux, c'est très japonais, très feel good, on se sent bien, c'est mignon, c'est adorable, il y a des super images, des trucs magnifiques. C'est quand même un des seuls pays qui fait encore de l'animation 2D de qualité et où il essaie vraiment de faire des trucs à la main. Même s'il y a encore une fois beaucoup d'images de synthèse dans ce film-là, le film est effectivement très sympathique, très bien fait, très bien réalisé, et je vous encourage absolument à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un très bon film en sélection pour la catégorie meilleur film d'animation. Voilà pour ce qui est de ce résumé des films qui sont en compétition pour les Oscars 2019. Je vais vous retrouver maintenant pour la deuxième partie et les véritables prédictions de ces Oscars. A tout de suite pour la suite, et si vous vous arrêtez là, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!